Ils l'ont condamnée à mourir seule dans les montagnes. Mais ce qu'elle a découvert là-bas a détruit tout un village. Une vérité volée. Un guerrier oublié. Et une justice que personne n'avait osé affronter, jusqu'à aujourd'hui. Le soleil frappait fort ce jour-là sur la place poussiéreuse du village de Rocheboisé. Les habitants étaient rassemblés, silencieux, le regard fuyant. Au centre, debout sur un petit échafaud en bois, se tenait Élise Marceau, les mains liées devant elle. Son visage était pâle, couvert de poussière, mais ses yeux restaient dignes. Elle ne criait pas, elle ne suppliait pas. Face à elle, le chef du village, Victor Langlais, parlait d'une voix forte. Il se voulait solennel. Il accusait Élise d'avoir tenté de voler des documents officiels, d'avoir voulu semer la discorde, de vouloir salir la réputation de la communauté. Il parlait de trahison, de mensonge, de danger pour tous. Mais tout cela était faux. Élise n'avait rien fait, sinon aider son père, un comptable honnête venu de Lyon, à comprendre les comptes étranges de Victor. Elle avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Peu après, son père était tombé malade subitement, puis il était mort. Et maintenant, c'était elle que l'on voulait faire disparaître. Mais Victor Langlais n'était pas un homme bête. Il savait que pendre une jeune femme choquerait même les plus obéissants. Alors il proposa autre chose. Une sentence plus juste, disait-il. Nous ne verserons pas son sang ici. Elle sera jugée par la montagne elle-même. Un murmure parcourut la foule. Victor continua, elle recevra une gourde d'eau, un morceau de pain sec, et elle marchera vers l'est. Là-bas, les esprits décideront. Et si le destin est juste, elle survivra. Il n'avait pas besoin de dire plus. Tous savaient ce que cela signifiait. À l'est, au-delà des falaises rouges, vivaient les ombres. On racontait qu'un homme y habitait. Un Apache. Un fantôme. Un chasseur de sang. Aucun voyageur ne revenait de là-bas. On détacha Élise. On lui donna une gourde presque vide, un vieux morceau de pain dur. Un garde la poussa doucement en dehors de la place. Personne ne parla. Alors qu'elle quittait le village, elle jeta un dernier regard en arrière. Personne ne bougeait. Pas un mot. Pas un adieu. Seulement le silence. Le genre de silence qui tue plus sûrement qu'une corde. Le vent soufflait sec et chaud sur les pierres rouges. Le soleil, haut dans le ciel, frappait comme un marteau sur la peau nue d'Élise. Sa robe, autrefois claire, était maintenant couverte de poussière. Ses pieds, enfermés dans de simples souliers de ville, glissaient sur les rochers tranchants. Chaque pas lui arrachait un gémissement silencieux. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle marchait. 1 heure? 2? Peut-être plus. Il n'y avait ni ombre ni arbre. Rien que la roche, la poussière, et le ciel sans fin. Elle avançait, parce qu'elle ne voyait pas d'autre choix. Derrière elle, le village avait disparu dans la brume chaude de la plaine. Elle avait bu 2 petites gorgées d'eau. Pas plus. Elle serrait la gourde contre sa poitrine comme un trésor. Le pain était resté dans sa poche, dur et sec. Elle avait peur de le manger trop tôt. Chaque bruit faisait bondir son cœur. Un sifflement du vent, un frottement dans les buissons, un caillou qui roulait. Était-ce un serpent? Un animal sauvage? Ou l'homme dont on parlait? Le fantôme? On disait qu'il était plus bête que homme. Qu'il vivait seul dans ces montagnes. Qu'il ne parlait pas. Qu'il tuait sans pitié ceux qui entraient sur ses terres. On disait qu'il voyait dans le noir, qu'il écoutait les pierres respirer. Élise essayait de ne pas y penser. Mais c'était plus fort qu'elle. À chaque pas, elle avait l'impression d'être suivie. Observée. Elle monta une petite colline. En haut, elle s'arrêta. Devant elle, un paysage sans fin. Des falaises, des pierres cassées, des ravins profonds. Rien de vivant. Rien de beau. Elle s'assit un instant, les jambes tremblantes. Elle ferma les yeux. Elle pensa à son père. À sa voix douce. À ses conseils. Il lui avait toujours dit, quand tu as peur, respire. Regarde droit devant toi. Et avance. Alors elle se releva. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais elle n'allait pas s'arrêter là. Même si l'homme des ombres l'attendait, elle irait jusqu'au bout. Ses jambes ne la portaient plus. Son souffle était court. Le soleil cognait si fort qu'elle ne sentait plus sa peau. Devant un gros rocher, Élise trébucha. Elle tomba à genoux, puis sur le côté. Sa tête frappa doucement la terre. Tout devint flou, puis noir. Elle ne savait pas combien de temps elle resta ainsi. Peut-être des heures. Peut-être un jour. Quand elle ouvrit enfin les yeux, la lumière était plus douce. L'air sentait la fumée de bois et la pierre chaude. Quelque chose était différent. Elle n'était plus seule. Un homme était accroupi à côté d'elle. Grand, sec, fort. Sa peau était sombre, ses cheveux noirs et longs tombaient sur ses épaules. Il portait un pantalon en cuir souple et un simple bandeau autour du front. Pas d'arme dans ses mains. Juste une petite jarre d'argile. Élise voulut crier, mais sa gorge était trop sèche. Ses lèvres craquées la faisaient souffrir.
Elle tenta de reculer, mais son corps ne répondit pas. L'homme tendit doucement la jarre vers elle. Elle sentit l'odeur fraîche de l'eau. Elle ferma les yeux, certaine qu'il allait la forcer à boire, ou l'étrangler. Mais rien ne va. Un instant plus tard, une main surglissa sous sa nuque et la redressa légèrement. Elle sentit le bord de la jarre contre ses lèvres. L'eau coula lentement, par petites gorgées. Pas trop vite. Juste assez pour la garder vivante. Il ne parlait pas. Il ne souriait pas. Il ne la frappait pas non plus. Il regardait, calme, attentif. Élise osa enfin parler, d'une voix faible. « Tu vas me tuer ?» L'homme ne répondit pas. Il pencha la tête, comme s'il n'avait pas compris. Ou comme s'il n'avait pas envie de répondre. Il reposa la jarre à côté d'elle, puis observa sa cheville blessée. Ses gestes étaient précis. Il toucha doucement, sans douleur. Il regarda ensuite son visage brûlé par le soleil. Ses yeux étaient sombres, profonds. Pas cruels. Pas tendres non plus. Calme. Vieux. Élise ne comprenait rien. Était-ce vraiment le tueur des montagnes? Celui qu'on appelait le fantôme? Pourquoi ne l'achevait-il pas? Elle ferma de nouveau les yeux. Elle était trop faible pour fuir. Trop confuse pour espérer. Mais dans ce silence, une chose étrange naquit, elle n'avait plus aussi peur qu'avant. Élise ne se souvenait pas comment elle était arrivée là. Elle avait dormi, rêvé, flotté. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus dans le désert. Elle se trouvait dans une sorte d'abri rond, fait de branches et de peaux tendues. L'air y était frais, presque humide. Une odeur douce de fumée, de terre et d'herbe séchée flottait autour d'elle. Un mince rayon de lumière passait par une ouverture au-dessus de sa tête. Elle bougea lentement. Un tapis de fourrure douce était sous elle. Sa cheville était entourée d'un tissu humide qui sentait la menthe et la sauge. La douleur avait diminué. Un bruit la fit tourner la tête. À l'entrée de l'abri, l'homme était là. Immobile. Calme. C'était lui. L'Apache. Le fantôme. Mais il n'avait rien d'un monstre. Il déposa un petit bol en bois devant elle. Dedans, une sorte de soupe claire. Il s'assit près du feu, sans dire un mot. Elle essaya de parler, mais il leva légèrement la main, paume ouverte. Pas pour la faire taire. Pour lui montrer qu'il ne comprenait pas, ou qu'il ne parlait pas sa langue. Alors elle observa. Il était précis dans chacun de ses gestes. Il remuait doucement le feu, vérifiait des plantes qui séchaient, ajustait des pierres autour d'une petite source d'eau qui coulait à quelques pas. Ce lieu, c'était un miracle. Caché entre des rochers, protégé par de vieux arbres tordus, un coin de verdure vivait ici, en silence. Un ruisseau clair serpentait entre les plantes. Un petit jardin y poussait, du maïs, des herbes, quelques fleurs. L'homme vivait là, seul. Aucun signe d'autre présence humaine. Pas de bruit. Pas de voix. Pas de chevaux. Juste lui, la montagne, et le vent. Le soir, il lui tendit une couverture. Elle le remercia d'un regard. Il hocha doucement la tête, puis s'éloigna pour dormir dehors, près du feu. Elle resta longtemps éveillée, le regard fixé sur les ombres qui dansaient sur la paroi. Qui était-il? Pourquoi vivait-il seul ici? Et pourquoi l'avait-il sauvé? Le silence ne lui faisait plus peur. Il était plein de choses qu'elle ne comprenait pas encore. Mais il ne lui voulait pas de mal. Pas cette nuit. Les jours passèrent sans qu'Élise sache vraiment les compter. Le temps ne se mesurait plus en heures, mais en lumière, en gestes, en sons. Le matin, la brume s'élevait doucement au-dessus de la source. Le soir, le vent frais descendait des montagnes et faisait danser les feuilles. L'homme, toujours silencieux, restait proche, sans jamais être envahissant. Il s'occupait du feu, vérifiait les pièges, ramassait des herbes, et soignait sa cheville chaque soir. Il ne la regardait pas avec curiosité, mais avec attention. Ils ne parlaient pas la même langue. Pourtant, peu à peu, ils commencèrent à se comprendre. Un jour, il pointa la rivière du doigt et dit doucement, « Tout ». Puis il posa la main sur le feu et dit, « Chaos ». Il regarda Élise et attendit. Elle comprit. Elle répéta les mots, « Tout, chaos ». Il hocha la tête. Alors ils continuèrent. Chaque jour, un mot de plus. Une pierre, ta. Une feuille, Nika. Une blessure, Sheila. Il montrait. Elle répétait. Il souriait parfois. Des sourires timides, mais vrais. Un soir, alors qu'elle cousait une déchirure sur sa robe avec une aiguille trouvée dans un vieux sac, il la regarda, puis posa 2 doigts sur sa poitrine. « Takoda » dit-il simplement. Elle le regarda, interrogative. Il répéta, tapotant son cœur. « Takoda ». Elle comprit, c'était son nom. Elle montra du doigt son propre cœur, hésita, puis dit, « Élise ». Il fronça les sourcils, comme si le mot était compliqué. Alors, en riant doucement, il montra l'aiguille dans sa main, et dit, « Sina ». Elle rit aussi. C'était étrange, doux, inattendu. Pour lui,
elle serait Sina. Takoda lui montra comment allumer un feu avec 2 pierres. Il lui apprit à filtrer l'eau avec du sable et du tissu. Il lui fit écouter le vent. Pas seulement l'entendre, mais vraiment l'écouter. Le vent parle, semblait dire son regard. Et parfois, Élise croyait le comprendre aussi. Le silence n'était plus vide. Il était rempli d'enseignements, de gestes, de respect. Le feu crépitait doucement devant l'abri. La nuit était fraîche, claire, silencieuse. Takoda taillait un morceau de bois, concentré, assis en tailleur. Élise, de son côté, restait immobile, le regard perdu dans les flammes. Ce soir-là, elle prit une décision. Depuis le début, elle gardait un carnet contre elle, caché dans la doublure de sa robe. C'était celui de son père. Un vieux cahier de cuir, usé, sale, mais précieux. Dedans, des chiffres, des cartes, des noms. Des vérités que personne ne voulait entendre. Elle le sortit lentement, les mains tremblantes. Takoda leva les yeux. Élise s'approcha du feu, s'assit face à lui, et posa le carnet entre eux. Puis elle l'ouvrit à la première page. Elle ne savait pas comment expliquer. Elle pointa du doigt un nom écrit plusieurs fois, l'anglais. Puis elle montra une carte dessinée à la main, avec un symbole étrange, un cercle brisé autour d'une lettre. Elle dessina un serpent de la main, et souffla comme s'il sifflait. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Takoda ne parla pas. Il prit le carnet avec précaution, comme s'il touchait quelque chose de sacré. Il ne regarda pas les mots, mais le symbole. Son visage changea. Il le toucha du doigt, lentement. Son regard s'assombrit. Il murmura un mot qu'elle ne comprit pas, Yiska. Puis un autre, plus dur, plus grave, Ndah. Élise vit ses mains trembler légèrement. Il se leva, entra dans l'abri, et revint avec un petit paquet en peau, noué avec soin. Il l'ouvrit devant elle. À l'intérieur, une chaîne avec des perles turquoises, un silex, et un médaillon d'argent terni. Il ouvrit le médaillon. Une minuscule image d'une femme apache souriante y brillait encore. À côté, une fleur séchée. Takoda dessina ensuite dans la terre, près du feu. Un canyon, des abris, des femmes, des enfants, puis des chevaux, des hommes avec des armes. Il dessina le même symbole que sur le carnet. Puis, d'un geste rapide, il effaça tout. Enfin, il posa le doigt sur le carnet et sur son cœur. Élise comprit. Ceux qui avaient tué son père étaient les mêmes que ceux qui avaient détruit la vie de Takoda. Ils avaient maintenant un ennemi commun. Et peut-être, un but commun. Depuis plusieurs jours, Takoda était différent. Il parlait encore moins. Il dormait peu. Chaque matin, il grimpait sur les hauteurs, observait l'horizon, puis revenait sans un mot. Ses gestes étaient plus vifs, plus tendus. Élise le voyait. Elle le sentait. Quelque chose approchait. Un matin, il redescendit du sommet plus vite que d'habitude. Il entra dans l'abri, prit son arc, ses flèches, et une petite sacoche en peau. Il traça alors dans la terre 5 silhouettes à cheval. Puis il dessina une longue trace sinueuse derrière l'une d'elles. Il montra Élise du doigt. Elle comprit. Il suivait sa piste. Takoda prononça un nom à voix basse. Votra. Son regard était dur, plus sombre que jamais. Il fit un geste de la main, un doigt pointé, comme un fusil. Puis un tranchant sur la gorge. Un tueur. Jérôme Vautrin. Un homme payé par le chef Langlais pour faire disparaître les problèmes. Élise se rappela les murmures au village. Cet homme suivait les traces comme un loup. Il ne parlait pas. Il agissait. Il ne laissait rien derrière lui. Takoda s'activa. Il recouvrit les traces autour du camp, enterra les restes du feu, vida la petite jarre d'eau. Il roula les pots. Il n'y avait pas de panique, seulement une précision calme, froide. Il savait déjà quoi faire. Élise voulut parler, mais il secoua la tête. Il lui tendit une besace avec un peu de nourriture, une gourde, et un petit couteau. Puis il montra le sommet à l'ouest. Ils allaient partir. Maintenant. Elle suivit ses pas, le cœur serré. En quittant ce lieu, elle sentait qu'elle perdait quelque chose. Un abri. Une paix fragile. Une parenthèse. Ils marchèrent longtemps, à travers des chemins escarpés, loin des pistes visibles. Takoda semblait connaître chaque rocher, chaque ombre. Il ne regardait pas le sol, il écoutait le vent, observait les oiseaux, sentait l'air. Ce n'était plus l'homme calme du jardin. C'était un chasseur. Un survivant. Un guerrier. Son passé, enterré sous des années de silence, revenait peu à peu à la surface. Et cette fois, il n'allait plus fuir. Il allait faire face. Le jour et la nuit n'avaient plus de frontières claires. Élise ne savait plus depuis combien de temps il fuyait. La lumière changeait, le vent tournait, les canyons se resserraient autour d'eux. Tout devenait pierre, silence et vigilance. Takoda ne parlait pas. Il écoutait. Il sentait. Il guidait. Il connaissait chaque fente dans la roche, chaque passage dissimulé.
Grâce à lui, ils étaient toujours en avance, mais de peu. Derrière eux, Jérôme Vautrin approchait. Il le voyait parfois, de loin. Une silhouette à cheval. Parfois 2 autres hommes l'accompagnaient. Mais c'était lui qui menait. Toujours devant. Toujours plus proche. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les crêtes, Takoda s'arrêta net. Devant eux, une paroi abrupte. Impossible de continuer sans se montrer à découvert. Il observa le sol, puis regarda Élise. Il leva 2 doigts et les posa sur ses lèvres. Silence total. Ils contournèrent un rocher, se glissèrent dans une faille étroite, et grimpèrent lentement. La montée était raide, mais Takoda l'aidait à chaque pas, sans bruit. Ils finirent par atteindre une petite grotte au flanc d'une falaise. Là, ils se couchèrent à plat ventre et regardèrent en contrebas. Le camp des chasseurs était juste en dessous. 3 chevaux attachés. Un feu discret. 3 hommes autour. L'un d'eux, plus grand, plus immobile que les autres, Vautrin. Le moindre son, le moindre mouvement, et il serait découvert. Les heures passèrent lentement. Élise n'osait pas respirer. Le vent soufflait par rafales, faisant trembler les buissons secs. Dans le ciel, les étoiles s'allumaient une à une. Puis, soudain, un cri. Un hennissement. Les chevaux s'agitèrent. Un second cri, plus fort. Du bruit, des pas. Des voix. Les hommes couraient, criaient. 2 chevaux détachés fuyaient vers la pente. Les chasseurs se dispersèrent dans l'obscurité. Élise tourna la tête. Takoda n'était plus là. Quelques secondes plus tard, il réapparut à l'entrée de la grotte, aussi calme qu'avant. Il fit un signe, il fallait partir maintenant. Ils quittèrent leur cachette à pas feutrés, glissant comme des ombres le long de la crête. Grâce à cette diversion, ils prirent de l'avance. Cette nuit-là, Élise comprit que Takoda n'avait pas besoin d'armes pour se battre. Il avait l'intelligence du silence. Il marchait depuis des jours, sans se presser, mais sans s'arrêter. Takoda ne parlait pas, mais Élise comprenait. Il ne fuyait plus. Il revenait. Le carnet était toujours là, protégé dans un morceau de cuir. Il ne pesait presque rien, mais il contenait tout, les preuves, la vérité, la mémoire de son père. Ils atteignirent les collines au nord du village à la tombée du jour. De là, on pouvait voir les toits, les rues, la place centrale. Rien n'avait changé, mais pour Élise, tout était différent. Elle n'était plus la jeune fille effrayée qu'on avait chassée. Takoda connaissait quelqu'un. Un homme vivant à l'écart, près d'une vieille mine abandonnée. Ils le trouvèrent assis devant sa cabane, un vieil orpailleur au dos courbé, la barbe blanche, les mains tachées de poussière. Il s'appelait Benoît, et il connaissait la peur que faisait régner Victor l'Anglais. Il connaissait aussi le passé de Takoda. Sans poser de questions, il les fit entrer. Le lendemain, un visiteur arriva en secret, Julien, un jeune homme du village. Discret, observateur. Il avait vu ce que personne n'avait osé dire. Il n'aimait pas l'Anglais. Et surtout, il croyait Élise innocente. Le juge territorial arrive dans 2 jours, murmura-t-il. L'Anglais veut l'impressionner, comme toujours. Ce sera une grande journée, avec discours et repas sur la place. Tout le monde y sera. C'était leur chance. Ils décidèrent d'agir ce jour-là. Montrer la vérité. Devant tous. Avec le carnet. Avec les mots. Et avec la présence de Takoda, silencieuse, mais impossible à ignorer. Benoît promit de semer des rumeurs dans le village, de préparer les esprits, d'attirer l'attention. Julien, lui, aiderait à faire sortir le chef et ses hommes de la place, au moment crucial. Élise passa la nuit à relire chaque page du carnet. Elle connaissait chaque ligne. Chaque chiffre. Chaque mensonge. Le matin suivant, elle enfila une robe simple, empruntée à la femme de Benoît. Elle couvrit ses cheveux d'un foulard. Dans ses mains, elle tenait le carnet comme une arme. Takoda, debout à l'entrée, lui tendit un petit pendentif. Une perle bleue. Elle hocha la tête. Pas de mots. Juste un regard. Ils étaient prêts. À présent, il ne s'agissait plus de fuir. Il s'agissait de dire la vérité. Le jour était arrivé. Le village de Rocheboisé était en fête. Des tables avaient été installées sur la place centrale. Des nappes blanches, du pain frais, du vin. Le chef l'Anglais souriait, entouré de notables. Le juge territorial, un homme large et grave, hochait la tête à chaque flatterie. Tout semblait parfait. Jusqu'au moment où une jeune femme traversa la foule, lentement, d'un pas droit. Personne ne la reconnut tout de suite. Elle portait une robe simple, un foulard sur les cheveux, et un vieux carnet serré contre sa poitrine. Puis quelqu'un murmura, « C'est Élise ? Elle est vivante ?» Le silence tomba. L'Anglais recula d'un pas. Il était blême. « Arrêtez-la » cria-t-il. Mais le juge leva la main. « Laissez-la parler. » Élise respira profondément. Sa voix tremblait au début, puis devint plus forte. « Ce carnet appartenait à mon père.
Il prouve que Victor l'Anglais a volé des terres, falsifié des documents, menti au peuple. Il a fait disparaître ceux qui voulaient dire la vérité. Elle montra une page. Puis une autre. Le symbole. Les noms. Les chiffres. L'Anglais éclata de colère. C'est faux. Un tissu de mensonges. Mais alors, une silhouette apparut sur le toit du bâtiment de la poste. Grande. Silencieuse. Takoda. Il descendit lentement, tous les regards fixés sur lui. Il s'avança sans un mot, ouvrit un petit médaillon, et le tendit au juge. Puis il montra le même symbole que celui du carnet, gravé sur un vieux morceau de métal rouillé. Ce signe, dit le juge en regardant les deux objets, apparaît sur plusieurs documents. Il relie des crimes à un seul nom. Il se tourna vers l'Anglais. Vous êtes en état d'arrestation. Le peuple murmura, puis se souleva. Ce n'était plus la peur. C'était l'éveil. Le chef fut emmené. Et Élise, debout au milieu de la place, sentit quelque chose se briser en elle. Une chaîne. Une peur ancienne. Le lendemain, elle partit. Pas pour fuir, mais pour vivre. Takoda l'attendait à la sortie du village. Il lui remit le médaillon, puis tourna les talons. Sans un mot, il retourna vers ses montagnes. Elle le regarda s'éloigner, une dernière fois. Libre. Si cette histoire de justice, de courage et de silence brisé vous a touché, laissez un commentaire pour partager vos pensées. Pensez-vous qu'Élise a eu raison de revenir? Et Takoda, méritait-il enfin la paix? Pour découvrir d'autres récits profonds et bouleversants comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque histoire est une voix qu'on n'a jamais entendue, mais qu'on n'oubliera jamais.